Pendant la Seconde Guerre mondiale, les bombardiers alliés avaient vraiment du mal. Même si la plupart du temps ils étaient escortés pour se protéger des maisons ennemies, la plupart de ces bombardiers étaient abattus lors de leurs opérations, et surtout pas par les ennemis qu'ils avaient dans l'air, mais par ceux qui étaient sur terre. Les armes antiaériennes allemandes étaient très sophistiquées, dépassant les attentes. Les célèbres Flak 88 ou communément appelés les 428 étaient des armes vraiment problématiques pour les bombardiers alliés et étaient si efficaces que les Allemands construisaient d'énormes tours appelées tours Flak où parmi de nombreuses armes anti-aériennes, ils avaient bien sûr les célèbres Flak 88 pour protéger les villes. Si nous examinons leur fonctionnement, nous voyons que les munitions dans la plupart des cas explosent très près ou à la hauteur exacte où les avions passent. Comment les munitions anti-aériennes savaient-elles exactement où exploser? Nous évoquons la Seconde Guerre mondiale bien avant l'ère numérique. Les munitions intelligentes sont actuellement en développement. Alors, pour répondre à cette question si curieuse, parlons un peu des anti-aériens utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale, surtout ceux utilisés par l'Axe. Dans l'Axe, il y avait beaucoup de canons anti-aériens, pas seulement les Flak 88, il y avait les Flak 105 et aussi de 75 mm. De plus, il y avait les armes anti-aériennes Flak de petit calibre qui ressemblaient plus à des mitrailleuses, il y en avait de 20 mm et les Japonais opéraient aussi des mitrailleuses de ce type, mais de 25 mm, elles étaient assez courantes, tout comme les Flak 88. Je suis sûr que vous connaissez leur son caractéristique. Eh bien, les armes anti-aériennes de petit calibre fonctionnaient simplement en cherchant à ce que les projectiles atteignent les avions à dériver. Rien de plus, leurs munitions ne différaient pas beaucoup des munitions conventionnelles. Leur efficacité dépendait du volume de feu qu'elles pouvaient délivrer. Plus la cadence était élevée, mieux c'était. C'est pourquoi nous voyons que la plupart de ces armes ont beaucoup de canons. Mais les armes anti-aériennes lourdes comme les Flags 88 sont un peu plus compliquées. Comme vous le savez, les bombardiers opéraient à une très grande hauteur et les munitions mettaient plusieurs secondes à atteindre le bombardier. Par exemple, les munitions mettaient 1 seconde pour atteindre 300 mètres de hauteur. Donc en tenant compte de cela, les projectiles mettaient 26 secondes pour atteindre un bombardier qui se trouvait à 8000 mètres. Si vous pointez un canon anti-aérien directement sur un avion qui vole à 8000 mètres et que vous tirez, au moment où le projectile atteint la hauteur de l'avion, celui-ci se sera déjà déplacé depuis un certain temps, donc pour opérer les Flags, il fallait beaucoup plus que simplement tirer l'arme un peu en avant de l'avion comme le faisaient les opérateurs des armes antiaériennes multicanons. Étant donné que les armes antiaériennes multicanons de petit calibre dépendent de l'œil et des prédictions rapides des hommes qui les opérèrent pour décider où et quand tirer, elles avaient une portée assez limitée. Mais les Flags pouvaient attaquer à plus de 30 000 pieds de hauteur, soit plus de 9000 mètres sans aucun problème. Comment les artilleurs prévoyaient-ils où l'avion irait, compte tenu du fait que l'avion est à plus de 9 km de hauteur? Bien sûr, tout était fait par des machines et calculé. Tout commençait avec un télémètre stéréoscopique où un ou plusieurs opérateurs obtenaient la direction de l'avion à abattre et de la hauteur angulaire de celui-ci continuellement pendant qu'on attaquait le bombardier. Cette information était transmise électriquement par câbles à une machine centrale qui calculait analogiquement l'avancement correct de l'avion et, bien sûr, aussi le temps que les projectiles devaient avoir continuellement pendant qu'il était à portée. Par la suite, ces informations étaient envoyées à chaque batterie par câble pour qu'elle corrige continuellement la direction à tirer et, bien sûr, aussi le temps que les projectiles devaient avoir pour tirer. Les projectiles anti-aériens allemands standards utilisaient un détonateur à retardement, de sorte qu'ils explosaient à la hauteur exacte juste au moment où l'avion ennemi passait à proximité. Ce système interconnecté permettait d'avoir de nombreuses batteries tirant constamment sur le même site entre 4 et 6 de celles-ci, permettant d'avoir un grand rythme et une grande rafale de projectiles tombant sur l'avion à abattre. Alors que le bombardier s'enfonçait davantage en territoire ennemi, il pouvait rencontrer plusieurs groupes de batteries qui, tant que l'avion ennemi était à portée, lui tireraient constamment dessus, rendant la probabilité qu'il revienne en sécurité assez faible.
Tout ce système interconnecté a un nom et s'appelle Continuously Pointed Fire ou feu de visée constante. Il y avait même d'énormes systèmes interconnectés qui avaient de grands groupes de batteries connectés et recevaient des données par câble d'un poste de commandement maître qui obtenait les données de l'avion ennemi depuis plusieurs points et faisait la prédiction de où tirer et à quel moment. Ce poste de commandement pouvait diriger le feu de grands groupes de FLAC, donc au lieu de tirer continuellement, ils tiraient tous ensemble en même temps, puis après avoir tiré, ils obtenaient de nouvelles données, corrigèrent la direction et tiraient à nouveau tous ensemble. Les cycles duraient entre 30 et 60 secondes et étaient vraiment efficaces, et comme on n'utilisait pas d'équipement de terrain, mais un équipement beaucoup plus grand et fixe, les mesures du centre de commandement principal étaient encore plus précises. Tout ce système plus grand et interconnecté était appelé concentration prévue. Les bombardiers alliés avaient de nombreuses façons d'éviter toutes ces tactiques. Par exemple, ce qu'ils faisaient était de faire des variations aléatoires dans leur vol de temps en temps pour réduire considérablement la probabilité que les Allemands prédisent le vol de l'avion. Mais les Allemands avaient aussi une autre technique pour contrer cela. Ce que faisaient les Allemands était de pointer tous les drapeaux dans une zone très approximative autour du possible cours de l'avion et d'envoyer un très grand volume de feu à celle-ci. Normalement, cette zone était placée près de la zone approximative où le bombardier lâcherait ses bombes. Tant que le bombardier ennemi est à l'intérieur, faire des actions évasives augmenterait la probabilité d'être abattu, car cela le ferait rester plus longtemps à l'intérieur du rideau de feu. Si cela était fait bien à l'avance, l'avion ennemi bien sûr pourrait simplement esquiver le rideau, donc cela devait être fait très près de l'avion. Cette technique n'était pas aussi précise que les précédentes, mais c'était un très bon dernier recours pour réussir à abattre l'avion ennemi. Un point très important à considérer à propos des drapeaux est qu'ils perdaient en efficacité avec l'altitude. C'est pourquoi les missions de bombardement étaient effectuées à la plus grande hauteur possible, afin de réduire les pertes inutiles. Aussi, bien sûr, les drapeaux avaient une portée limitée. C'est pourquoi nous avions des drapeaux de différents calibres, de 88 mm, de portée moyenne et de 105 mm, d'une portée supérieure. Les Allemands ont aussi tenté d'utiliser des projectiles plus modernes que ceux présentés dans la vidéo, comme un projectile magnétique qui explosait en détectant des métaux dans l'air, ou ils ont également essayé d'utiliser un projectile acoustique qui, en entendant des bruits similaires à ceux des avions, explosait. Mais ces projectiles étaient tout simplement trop coûteux et difficiles à produire, en plus de ne pas être aussi fiables que les projectiles qui basaient leur fonctionnement sur le temps. Au final, ce sont ceux-ci qui ont été les plus utilisés et qui ont été utilisés tout au long du conflit car ils ne posaient pas trop de problèmes. Comme vous pouvez le voir, les Flags étaient des armes vraiment impressionnantes et n'étaient pas de simples canons, ils ont été utilisés dans de nombreux domaines du conflit, dans les chars, comme canons anti-chars, comme artillerie et artillerie anti-aérienne, comme nous l'avons déjà vu. J'espère que vous avez maintenant une vision encore plus complète de cette arme majestueuse qui a changé l'histoire à jamais.